Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de House of the Dragon, l'épisode 10, le grand final de cette saison 1. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Quels sont les points à retenir pour commencer à penser à la saison 2? Tout ça, voilà, au programme de cette review. Avant tout, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir, donne de la force. Tu connais le discours routinier, sois curieux, va voir. Ici, on fait de la street culture et de la pop culture. Il y aura sûrement quelque chose qui va t'intéresser. On attaque tout de suite cet épisode. Voilà. Du coup, j'ai même pas le nom de l'épisode, mais en vrai, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a eu un épisode peut-être un peu moins riche que la semaine dernière, et encore, ça se discute, mais toutefois un bon épisode et un épisode qui continue de confirmer que House of the Dragon est vraiment peut-être la série de l'année, la série supérieure en termes d'heroic fantasy que l'on a eu jusqu'à maintenant, et peut-être même qu'elle est supérieure à Game of Thrones. Après, je me prononce avec une saison. Il y a eu des saisons fantastiques de GOT. Voilà, on ne peut pas se prononcer maintenant, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec ces 10 épisodes, à chaque fois, ça a mis dans le mille. Du coup, on prend cette fois-ci le parti et le point de vue des Noirs, comme ils vont se faire appeler, donc menés par le couple Daemon et Rhaenyra, avec bien sûr leurs enfants et toute leur suite, tout ça, tous ceux qui occupent en ce moment Père Dragon. C'est Rhaenys Targaryen ou Rhaenys Valerion qui va venir leur informer que le roi Aegon a été couronné et que du coup Alicent a fait preuve de fourberie, tu vois, preuve de traîtrise. Et du coup, on va avoir un épisode consacré à comment va se passer pas la contre-attaque, parce qu'on a une Rhaenyra qui est toutefois dans la paix, et ça, on va le voir tout le long. En fait, on a limite un effet miroir de Alicent, parce que moi, Alicent, comme je l'ai souvent dit dans mes reviews, je trouve pas que ça soit une méchante, c'est juste quelqu'un de très mal entouré. Et d'une certaine façon, sans parler non plus des vices, de l'intérêt, des fourberies, tout ça, Rhaenyra, elle, elle est entourée d'hommes, du coup de personnes très belliqueuses. Et tu vois dans cet épisode que pour elle, déjà, l'aura de son père l'a imprégnée. Du coup, elle a ces notions de justice, de paix, de bonté, toutefois. Et elle a aussi dans sa tête, qui est important pour elle, la chanson de Feu et de Glace. Donc du coup, tout ça, ça pèse. Et tu vois qu'elle y tient, tu vois. Elle y tient, elle a compris la mission d'Aegon, Aegon Ier, Aegon le Conquérant, la mission de son père. Elle a compris cette responsabilité que les Targaryens étaient censés se transmettre. Alors, plusieurs choses à noter dans cet épisode, c'est qu'on va voir très peu les Hightower. On va voir Otto en milieu d'épisode et on va voir Aemond en fin d'épisode. Du coup, ça va vraiment se tourner autour de quels sont les bannerets fidèles, qui va jurer allégeance à Rhaenyra, car tu verras que voilà, il y aura plein de discussions sur combien on a de dragons, quels sont nos alliés sur Westeros. Ce qui vont sortir, c'est surtout les gens du Val, les gens Zut, vous allez me tuer, j'ai oublié, de Winterfell, les gens de l'orage, de Accalmie, tout ça, les Baratheons. Et eux tous, déjà, c'était des gens qui avaient juré fidélité lors de son couronnement, lors de sa prise de titre d'héritière à l'âge de 14 ans. Et du coup, maintenant, il faut qu'ils assument. Et tout ça, il va y avoir plein de remises en question de est-ce que vraiment ils sont avec nous, est-ce qu'ils sont fidèles, est-ce qu'ils vont suivre dans une guerre. Et on comprend par plein de discours que militairement parlant, ils sont en infériorité numérique et surtout ils sont moins bien préparés. Les Hightower, c'est une des familles les plus importantes avec Villevieille. Ils ont quand même tout le sud. Les Lannister, qui ont, je crois, la deuxième flotte la plus importante à ce moment-là. Et aussi en parlant dragon, ils ont Vagar via Aemond et ils ont, je crois, ils disent 3. Ils disent 3, là, j'ai pas les 3, parce que Aegon n'en a pas,
Elena n'en a pas, Alicent n'en a pas. Enfin, je vois pas c'est qui les 3 dragons. Mais ils ont été cités, hein, mais c'est juste là, j'ai un trou. Et en l'occurrence, eux, bah, ils font leur point. Donc déjà, ils vont avoir la flotte de Corlys Valérion qui va débarquer. Et ça, c'est anachronique avec les livres, car dans les livres, il me semble qu'il est censé mourir au chapitre précédent. Là, ils ont fait une petite improvisation, voilà, qui est pas mal. Il meurt pas en mer, tout ça. Donc il est vivant et je trouve que sa présence dans l'épisode, elle consolide bien la puissance de Rhaenyra, tu vois, car on le sait, on nous le dit, les Valérions à ce moment-là et la marque sont la puissance maritime la plus importante. Donc on peut s'attendre déjà à des belles batailles navales en saison 2. Et même quand on réfléchit juste en termes de stratégie, bah, la mer et le détroit l'auraient acquis. Donc je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Et en termes de dragons, donc comme on veut nous faire dire, il y a les dragons de Rhaena, la fille de Lénore et Rhaenyra, et non, de Daemon et Laena, qu'est-ce que je raconte? De Daemon et Laena. Il y a aussi le dragon de... Ils en ont plein. Ils en ont plein. Ils ont les dragons de Jacaerys et Lucerys. C'est la première fois qu'ils sont cités. Je ne connaissais même pas leur nom. On a les 2 dragons de... Comment? De Rhaenyra et Syrax. Et je le prononce toujours mal, Araxes. Voilà, en tout cas, il ne manque pas de dragons, tu vois. Je crois qu'il dit, limite, Daemon, on en a 10, tu vois. On en a 7 ou 10 et eux, ils en ont 3. Parce qu'il me semblait que dans l'intro de l'épisode 1, Rhaenyra disait à ce moment-là de l'histoire, il y a 10 dragons à Westeros qui volent dans le ciel, un truc comme ça. Donc du coup, 7 plus 3, 10. Voilà, je crois que c'est ça le calcul. Donc franchement, voilà, ça va se préparer, complot. Et malheureusement, toutes ces infos vont avoir pour conséquence une scène marquante. Et je crois peut-être, vous me le direz en commentaire si vous partagez mon avis, la scène la plus marquante qu'on ait eue dans un Game of Thrones. Et vraiment, pour l'instant, que ce soit les noces pourpres ou la scène de Césarienne de l'épisode 1 ou ce que tu veux, bah voilà, visuellement ça envoyait du steak, c'était voilà, réaliste et bien fait, mais ça ne m'avait jamais fait de frisson ou de sueur froide. Et là, je crois que c'est la première scène qui me dégoûte, qui me met mal à l'aise et ouais, qui me... Alors, HBO, ils ont voulu jouer leur carte comme ça, cette saison, beaucoup moins de sexe, mais à chaque fois une scène forte. Et là, c'est Rhaenyra qui s'accouche toute seule. L'enfant est prématuré de 3 mois. Du coup, il n'est pas à terme, ou il est malade, ou il est même mort. Et du coup, c'est de la... Désolé pour les oreilles chastes, ou les... Voilà, c'est de la bouillie. Le bébé, il est en vrac. On voit des choses horribles, la tête, les bras. C'était violent. Franchement, visuellement. Et je vois encore, là, j'y repense, début d'épisode, quand je le mets, ça me met moins de 12. Non, les gars, tu mets ça à moins de 16. Là, j'ai mon fils qui passe à côté de 4 ans, il voit ça, je suis choqué. Franchement, il est choqué, je suis choqué qu'il soit choqué, et ça me choque que les gens ne soient pas choqués du fait que je pourrais être choqué. C'est choquant. Du coup, scène très très forte, voilà, où Rhaenyra perd son 6e enfant, et pourtant, elle venait d'avoir Aegon et Viserys, il y a peu de temps. Donc là, elle en a 5, elle les enchaîne. Et dans cet épisode, on va tout de suite aller... ça va être déconstruit parce qu'il y a plein de choses à mettre par ordre d'importance. C'est ce que j'essaye de faire, donc c'est déconstruit. Mais vous allez voir qu'à la fin, vous allez tout visualiser de cet épisode. Donc elle va se remettre rapidement de cet accouchement difficile et tout ça. Daemon n'est pas présent. Daemon, c'est celui qui va s'occuper de la défense de Père Dragon, car on commence à parler de début, donc de conflit ouvert. Donc lui, il prend les devants, vu que Rhaenyra est dans une démarche de paix. Donc Daemon n'est pas présent lors de cet accouchement. L'accouchement, donc comme je vous l'ai dit, il est terrible. Elle s'en remet. On va aller vers donc la préparation militaire et la venue d'Otto. La venue d'Otto, tout ça, d'Otto Hightower va venir pour tenter de calmer les choses, car Alicent a susurré à l'oreille de Aegon, on sait très bien que ça ne vient pas d'Aegon, des propositions de paix, avec des choses relativement généreuses. Je ne suis pas de leur côté, mais elle permet à Daemon
et Rhaenyra de rester seigneur de Père Dragon, donc pas d'emprisonnement, pas de décapitation. Leurs enfants auront des places importantes. En soi, vraiment, tu te positionnes dans ce contexte, tu pourrais accepter, tu vois. Mais il va y avoir refus, il va y avoir guerre, tu vois. Donc, du coup, ils vont envoyer faire foutre Otto Hightower, désolé pour la vulgarité. Et déjà, Daemon va briller dans cet échange, car 2-3 fois, il va dire vraiment des punchlines meurtrières. J'ai kiffé. De toute façon, Daemon, ça reste le bête de personnage de cette saison 1, tu vois. Il va dire, toi et ton connard de roi Aegon, machin, allez, enfin, il dit que des dingueries. Il est trop insolent, insubordonné, tout ça. Il parle trop mal. J'aurais aimé qu'il tue Otto Hightower dans cet épisode. Je ne sais pas si HBO me fera le plaisir de mettre cette scène voilà, sous les yeux. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir Daemon tuer Otto. Suite à ça, donc, on reste toujours sur un statu quo. Rhaenyra veut consolider ses alliances. Elle envoie ses 2 fils, le plus grand Jacques, vers Winterfell en passant par le Val. Et Luke, elle l'envoie seul à l'orage parce que c'est pas loin. Le problème, c'est qu'à l'orage, il y a Aemond. Comment il s'appelle? Boros Baratheon va remballe le petit Luke. Toutefois, il empêche les 2 futurs rois de Westeros de se foutre sur la tronche. Il dit à Luke de se casser avant que Aemond devienne incontrôlable. Genre, tu comprends l'idée. Sauf que Aemond, il a vagarde, du coup, il le rattrape en rien du tout. Et du coup, bataille dans le ciel. Ça va être le final de cet épisode. Un final spectaculaire. Franchement, j'ai trouvé que là, ils ont mis les sous pour nous donner un combat de dragon très qualitatif. Voilà. Et qui a duré dans le temps, peut-être 3-4 minutes. Qui va se finir par Aemond, tu vois, qui perd le contrôle de Vhagar. Et malheureusement, ce combat va finir par la décapitation du dragon de Luke. Et Luke qui va tomber en chute libre. Comment ça se termine? Cliffhanger de fin de l'épisode. On voit toutefois une brève scène où Rhaenyra a l'air d'être en deuil. Donc elle a peut-être appris que Luke était mort. Donc la même semaine, elle a quand même appris que son père est mort, son bébé est mort-né et Luke, son cadet, est mort aussi. Donc vraiment, la vie à Westeros, la royauté à Westeros, comme on le voit depuis 8 saisons dans God, c'est vraiment pété. C'est éclaté au sol. Personne n'aimerait être roi de Westeros. Du coup, on a vraiment un épisode riche. On a une belle scène d'action comme nous l'offrent souvent les scènes finales de Game of Thrones. On a voilà, vraiment l'histoire qui avance à pas de géant non plus, mais qui avance bien. Voilà. Petites choses à noter qui sont importantes, que je n'ai pas parlé vraiment dans la chronologie. L'arrivée de Sir Eric, qui se range du côté de Rhaenyra. Sir Eric qui amène la couronne du roi Viserys, la couronne d'Aegon. Du coup, ça montre que certains partisans des Hightower vont changer de camp, car les allégeances prêtées et même les choix moraux vont faire que certains vont partir dans un sens ou dans un autre. Discorde auprès du couple Rhaenyra-Daemon, ça c'est la deuxième chose notable. À un moment, ils vont se prendre la tête et il va venir à être violent avec elle. Ils n'ont pas du tout la même vision de la gestion de ce conflit. Tu vois que Daemon a soif de sang, Rhaenyra veut faire ça dans la paix. C'est une femme, du coup elle est réfléchie par rapport à des hommes qui veulent tout de suite la castagne, la bagarre, comme il dit Elise Moon. Et on a aussi du coup Rhaenyra qui tente de le convaincre avec cette histoire de prophétie, de chansons de feu et de glace, et Daemon ne la connaît pas. Donc est-ce que c'est une histoire de confiance ou est-ce que c'est juste... Voilà, Viserys, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il y a plein de choses à se demander là-dessus. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, on aurait pu s'attendre à ce que Daemon soit informé, mais lui, il s'en fout. Lui, c'est la guerre, c'est le sang, tu vois. De toute façon, Daemon, selon moi, a une envie d'être roi. Voilà. Viserys, il le respectait. Rhaenyra, pour moi, c'est un tremplin pour lui. Je crois pas que c'est vraiment de l'amour et tout ça, tu vois. Pour moi, il veut utiliser Rhaenyra pour devenir lui un jour calife à la place du calife. Et du coup, j'attendais beaucoup de cet épisode vis-à-vis de Daemon. Parce que Daemon, il reste à la fin de ces 10 épisodes quand même relativement mystérieux. La série a voulu que toutes les scènes tordues, tous les crimes, tout ce qu'il a fait, enfin en tout cas beaucoup de choses qui concernaient Daemon restaient floues,
tu vois, en termes de narration. Moi, je pensais que c'était pour nous filer un petit retour en arrière accéléré visuellement avec un petit reveal de ses motivations, de ses intérêts, mais on n'en est pas là, tu vois. Donc vraiment, on joue la carte du mystère jusqu'à la fin. Et aussi, moi, je pensais que dans cet épisode, j'aurais... ça, c'était ma petite théorie. Enfin, je l'avais vu un peu à gauche, à droite, mais je la partageais. Que Lénore n'était pas mort. Car Rhaenyra, elle fait quand même la meuf un peu trop bien, alors qu'elle a quand même buté son mec, le non-père de ses enfants, mais aux yeux des enfants et aux yeux de tout le monde. Enfin, c'est une... voilà, fais pas non plus la meuf carrée, tu vois. T'as fait aussi des trucs méchants, mauvais. Et du coup, ouais, le personnage, des fois, il s'oublie un peu qu'il est aussi dark, tu vois. Donc, du coup, j'aurais kiffé qu'il le ressorte, surtout pour le révéler à Rhaenys et Corlys, que j'apprécie de plus en plus. Grâce à Rhaenys, Corlys a pris beaucoup de points en qualité, en appréciation, tu vois. Au début, Corlys, c'était un peu aussi un mec avide de pouvoir, tout ça, avec de l'ego. Il est allé faire sa petite guerre, tout ça. Mais Rhaenys, elle, vraiment, les femmes, dans cet épisode, elles sont à l'honneur. Bon, pas Alicent. Alicent, elle prostitue ses pieds, elle se tait face à son père, à la pression, tout ça. Mais tu vois que Rhaenyra et Rhaenys, elles essaient toujours de faire le juste, les choses justes. En tout cas, un épisode vraiment riche, vraiment bon. Tu prends les 2 derniers épisodes, bah, tu as un final incroyable. Et c'est ça qui est important. Faut pas, je pense là, l'épisode 9 et 10, il ne faut pas les prendre de façon séparée, mais il faut les prendre comme un duo d'épisodes. Et ça conclut très bien cette saison 1. Maintenant, on se retrouve dans la même situation que Ring of Power. On se retrouve à attendre 2 ans, 2024, pour avoir... presque 2 ans pour avoir cette suite, ça va être très très difficile. Connaissant la série, je pense qu'on aura pris une sacrée ellipse. Mais voilà, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir le nouveau casting. Qui vont-ils prendre pour Jacques un peu plus vieux? Qui vont-ils prendre pour Daemon un peu plus Aemond un peu plus vieux? Voilà, ça c'est des choses qui me parlent bien. Donc je vais rester attentif. Moi, je me lance sur la lecture des livres. J'ai fini le premier tome qui commence avec Aegon, avec Maegor et avec Yaerys. Yaerys ou Jaehaerys, comme ils disent dans la série. Voilà, donc là, les livres, déjà, je vais me régaler là-dessus. Mais, ça va être dur d'attendre. Ça va être très, très difficile. Donc, validez-moi en commentaire ou venez au débat si vous avez trouvé que la série ou le final était léger. Moi, je trouve pas du tout. Et pourtant, de base, comme j'arrête pas de le dire à gauche, à droite, je me range plutôt du côté... Voilà, l'œuvre de Tolkien, pour moi, je suis un adepte aveugle à l'œuvre de Tolkien. Je suis un inconditionnel passionné. Mais là, la série pour série, réalisation pour réalisation, elle a donné une leçon à beaucoup de séries, à beaucoup de studios. J'espère que les prochains programmes d'Heroic Fantasy, comme Le Monde de Narnia, The Witcher, peut-être, on le met un peu dans cette Assassin's Creed. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Legend of Zelda, si un jour elle arrive, j'espère qu'ils s'inspireront des bonnes choses de HBO sur cette série. Et voilà, Matt Smith, magnifique. Ouais, Matt Smith, magnifique. Franchement, Doctor Who, voilà. Donc, vraiment 10 semaines, régalade, la régalade totale. Voilà, franchement, j'ai envie de parler longtemps pour faire vivre encore mes émotions et mon ressenti par rapport à la série, mais on va s'arrêter là, car les choses importantes ont été dites. Maintenant, on attend les conflits ouverts, la bataille, le sang, dragon contre dragon, et on espère que ça va être aussi qualitatif. Et voilà. Messieurs, dames, prenez soin de vous, à bientôt. On va commencer à ralentir la fréquence des vidéos, car on sort de ce gros rush, mois de septembre, mois d'octobre. Là, il reste encore Andor. Je vais finir les reviews d'Andor. Mais pour les séries, je pense que pour cette année, c'est terminé. J'en ai fait beaucoup. Et je vais me reconcentrer un peu sur la street culture. Mais je vous invite, si vous n'êtes pas connaisseur ou familier de ce milieu, venez quand même. Voilà, il y aura des bonnes choses à découvrir, j'en suis certain. Et il y a toujours les shorts. Et je suis aussi sur TikTok. Ce qui me fait kiffer sur TikTok. Donc voilà, soyez curieux. Allez, bye les gars, je m'arrête là.